Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être encore avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, pour commencer, on va parler de la Centrafrique. Un ministre pro-Bozizé claque la porte du nouveau gouvernement. Le ministre de la fonction publique, Bertin Béa, secrétaire général du parti de l'ancien président François Bozizé, le Kwanakwa, a annoncé mardi avoir démissionné du gouvernement nommé dimanche à la lumière de la publication de la composition du dit gouvernement. Bertin Béa a démissionné. Lundi, a-t-il déclaré, confirmant donc l'authenticité d'un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux. Dans ce test, le secrétaire général du parti de l'ancien président en exil estime que les consultations menées en amont n'ont pas été prises en compte et ne permettent pas une participation efficiente du parti à l'action de ce nouvel exécutif. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce qu'il faut déjà dire que l'accord de paix est en souffrance en Centrafrique? Ça n'est pas souffrance, hein. Ça commence à ressembler à du caduc parce qu'il y a le ministre de la fonction publique qui est parti, mais il y a 6 mouvements rebelles également qui sont sortis, qui ont décidé eux aussi de ne plus reconnaître les accords en considérant que ce qui avait été dit, bien que nous ne savons pas ce qui avait été dit, parce que sur les accords, il n'y avait pas un partage précis des postes ministériels, mais les gens se plaignent parce que quand on a sorti le nouveau gouvernement, immédiatement, un mouvement rebelle s'est totalement désolidarisé. Ils n'ont même pas attendu. Pourquoi? Il y a 20 anciens ministres du gouvernement sortant que l'on retrouve dans le gouvernement actuel et ils ont tous les postes régaliens du gouvernement actuel. Alors que, si l'on se rappelle, lors des négociations, les rebelles avaient été très exigeants puisqu'ils avaient même réclamé le poste de Premier ministre, plus celui de ministre de la Défense. Bon, ils se sont retrouvés avec des ministères certainement qu'ils considèrent comme n'étant pas véritablement des ministères, c'est taillé juste sur mesure pour eux, raison pour laquelle aujourd'hui, il faut se demander si on peut encore parler d'accord, si les gens de Bozizé sortent, si les groupes sortent, alors que le gouvernement venait juste d'être mis en place. Et ce ministre du président Bozizé qui sort aujourd'hui, est-ce que sa sortie représente au niveau du gouvernement, en tout cas de l'accord de paix, un handicap? Si c'était lui seulement, ce ne serait pas un handicap. Puisque quoi qu'on dise, c'est vrai que Bozizé est un ancien président de la République, mais ils ne font pas partie des groupements armés. Alors que les négociations au niveau du Soudan concernaient 14 groupements armés. Le problème qui s'est posé, et ça se comprend, si on veut mettre 14 groupements armés dans un gouvernement, si on donne un poste à chaque mouvement, ça fait déjà 14 postes ministériels. La Centrafrique avait 23 portefeuilles ministériels, le gouvernement actuel a 36 postes ministériels. Et malgré tout, les mouvements rebelles se plaignent en disant non seulement on ne leur a pas donné des postes importants, mais pire encore, il y en a qui demandent 2 à 3 postes pour un seul mouvement. Bon, vous imaginez si on fait un gouvernement avec tous ces gens-là qui veulent être là, en plus, est-ce qu'objectivement, ces gens sont ministrables? Est-ce qu'ils ont la compétence qu'il faut pour occuper un poste de ministre? Parce que ce qui se fait à chaque fois, c'est comme ça. C'est vrai qu'on leur a taillé des ministères assez, j'allais dire, bidons. Il y en a un qui est ministre de la modernité, l'autre est ministre des eaux et forêts, l'autre est ministre de l'élevage. Bon, des portefeuilles où, effectivement, quand on regarde la Centrafrique, il n'y a pas grand-chose qu'on a confié à ces gens, mais c'était juste pour rester dans le cadre de l'accord, que chacun puisse porter le nom de ministre, mais les postes régaliens, aucun ne leur a été confié. Alors, justement, sur ces postes régaliens, est-ce que le président Faustin Archange Touadéra pouvait prendre le risque de laisser des portefeuilles comme la défense, la sécurité, les finances, les affaires étrangères aux mains de groupes armés? Mais ils ne pouvaient pas le faire. Les mines aussi, parce que tout ça, ils ont pris. Ils ne pouvaient pas le faire pour 2 raisons. On a un accord qui va aller où? Parce que c'est le 8e et tous les 7 sont tombés à l'eau. Mettre un ministère aussi régalien entre les mains d'un rebelle, parce que ça ne sera pas une seule personne, est-ce que ce n'est pas donner à ces gens-là l'occasion de mieux s'organiser pour renverser complètement le pouvoir? La deuxième chose, la Centrafrique est là en face de ses partenaires sur le plan international. Ce sera la crédibilité
de la République centrafricaine, si vous mettez devant les gens un ministre qui a encore son arme cachée sous le lit dans sa chambre. Il y a tous ces problèmes qui se posent, de sorte que le président a compris que, bon, il a l'armée avec lui, une armée en recomposition, donc pas prête. Les rebelles détiennent 80% du territoire centrafricain, mais si vous mettez tous ces ministères à leur disposition, objectivement, ils deviennent carrément les maîtres de la Centrafrique, même s'ils n'occupent pas le poste de Premier ministre. Parce que le ministre de la Défense, si vous le leur donnez, mais s'ils veulent en finir avec le président, qui va le protéger? S'ils décident de faire un coup d'État, qui va s'opposer? Donc, il y a vraiment des éléments stratégiques qui ont été regardés, raison pour laquelle, effectivement, certains ministères ne leur ont pas été accordés. Est-ce qu'on peut objectivement dire aujourd'hui que la démission du ministre de la fonction publique est en solidarité avec les groupes armés, ou c'est une action isolée, personnelle du parti de l'ancien président? Je me dis que c'est une bonne lecture. C'est des politiques, ils se rendent compte que les choses ne vont pas aller loin. Certainement, on va recomposer. Ils se mettent déjà en position de ce qui va venir après. Puisque eux, c'est la même chose, hein. Ils font comme les rebelles. Ils trouvent que ce qu'on leur a donné, ministère de la fonction publique, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'eux, ils attendaient. Puisque les politiques, c'est ça, ils disent on considère que ceci ou cela. Non, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas le portefeuille qu'ils voulaient, ou bien ils n'ont pas le nombre de portefeuilles qu'ils voulaient. Donc, quand ils se rendent compte que ce gouvernement risque de partir, ils préfèrent faire partie des premiers qui vont claquer la porte pour se remettre en position pour des négociations ultérieures pour le prochain gouvernement, parce que malheureusement, on risque d'aller encore vers un autre gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi s'interroger sur le fait que la composition même du gouvernement n'a pas été discutée pendant la signature ou les discussions préliminaires à la signature de l'accord? Oui, mais vous vous rappelez, on a fait une émission ici où c'était un des problèmes. Des accords sont signés. On dit aux gens publier les accords, ils ont refusé. On a fait paraffer, publier, ils ont refusé. On a attendu les signatures pour publier l'accord. Et la remarque que tous les analystes avaient faite, c'est que la question du partage du pouvoir, parce que la négociation, c'était ça, n'est pas dedans. On nous avait répondu qu'il y a une commission qui va se charger de cela. Aujourd'hui, la réponse du ministre, avec la tendance de Bozizé, le ministre de la fonction publique, c'est ça. C'est comme si ce qui avait été négocié là-bas, ce n'est pas ce qui est ressorti du gouvernement qui a été formé. Puisque c'est exactement ce qu'il dit. Il y a eu des discussions et le gouvernement ne reflète pas ces discussions. S'il y a eu discussion entre-temps, ce n'est que dans cette commission que la discussion a pu avoir lieu. Les rebelles également se plaignent en disant que les principes sur lesquels ils s'étaient entendus avec le gouvernement, ces principes n'ont pas été respectés. Mais cette négociation n'a jamais été rendue publique. Et souvent, c'est comme ça, quand on partage le pouvoir, on ne peut pas se lever et dire aux gens on va partager le pouvoir, on se cache quelque part, chacun fait ses calculs, et après, le plus souvent, c'est le rapport de force qui va tout simplement prendre le dessus. On a 14 groupes armés. Est-ce qu'entre eux, ils se parlent, ils se concertent? Pas du tout. Il est arrivé même parfois que les groupes se frappent dessus. Sans oublier que les ex-Séléka, parce que ce qu'on appelle ex-Séléka aujourd'hui, ce n'est plus une entité, il y a plusieurs entités qui sont tous des ex-Séléka. Vous avez les anti-Balaka, qui sont également dans le gouvernement, parce qu'également c'était un mouvement rebelle. Alors que tout le monde sait que la bataille c'était entre les Séléka et anti-Balaka. Et après, il y a eu des histoires, même entre les ex-Séléka, entre eux, dans la gestion des zones d'influence. Ce qui veut dire que on n'a pas actuellement devant le gouvernement des mouvements qui sont totalement unis pour venir contre le gouvernement. Il y a à l'intérieur des dissensions, et je me dis même que le gouvernement a voulu jouer sur ça, parce que quand on prend 6 sur 14, on laisse les autres, c'est une façon également de faire du divisé pour mieux régner. Mais ce gouvernement va-t-il tenir? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui, parce que certainement, les rebelles risquent de faire la même chose que le ministre de la fonction publique, pour obliger le gouvernement à renégocier. Bien que dans les accords, l'article 34 prévoit, en cas de difficulté, qu'on retourne vers les facilitateurs, mais au rythme où vont les choses, on n'est pas allé vers les facilitateurs. Parce que si on commence par sortir du gouvernement, on est en train de créer un clash
Il aurait fallu aller voir les facilitateurs, qu'on nous fasse un remaniement ministériel de façon technique, en changeant peut-être un certain nombre de postes. Mais si les gens commencent à quitter, il est clair qu'on risque de recommencer à zéro la négociation qui a été faite. Est-ce qu'il y a tout de même des menaces qui pèseraient sur ceux qui mettraient en difficulté l'application de l'accord? Malheureusement, il n'y a rien du tout. Malheureusement, il n'y a rien du tout, puisque l'accord a été obtenu de façon extrêmement difficile, même dans un cadre de concurrence à l'échelle internationale. Parce que les Français ne voulaient pas de ces discussions de Khartoum. C'est la Russie qui a poussé. Et c'est pourquoi certains des analystes disent bon, la Russie va connaître en même temps son premier échec sur le plan diplomatique dans cette affaire centrafricaine, parce que Firmin, qui est l'ancien chef directeur de cabinet du président de la République et qui est actuellement le Premier ministre, tout le monde le connaît pour sa position pro-russe dans ce qui se passe actuellement au niveau de la Centrafrique. Donc les gens considèrent qu'avec cette bagarre franco-russe qui ne dit pas son nom, est-ce que même quelque part, ce n'est pas une façon de s'aborder ce que les Russes ont réussi alors que les autres n'avaient pas pu le faire? Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant. Après, c'est l'invité de ce jour.